Vous et votre âme sœur êtes destinés à vous trouver. Ça fait bientôt 10 ans que je suis pilote de ligne et que je suis célibataire, ça va faire peut-être depuis mes 10 ans, donc depuis toujours. Trouver l'amour en 2022. Va-t-il réussir à trouver l'amour ? Comment trouver l'amour ? Trouver l'amour. Trouver l'amour. Trouver l'amour. Alors trouver l'amour, c'est devenu une marchandise économique comme une autre en fait. C'est plutôt ça qui est dramatique. Trouver l'amour. On pensait qu'aujourd'hui, avec les applis de rencontre, la libération sexuelle, les réseaux sociaux, ce serait tellement plus facile, plus efficace, plus aligné sur nos besoins, bref, mieux pour nous. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Abonnez-vous ! En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour chers auditeurs et bonjour chères auditrices, ici Léa en compagnie de mes amis JC et Christelle pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito. Mais avant de vous dire de quoi on va parler dans cet épisode, laissez-moi vous raconter le récit d'une femme qui désire un certain type de relation. C'est l'histoire d'une femme. C'est une jeune trentenaire dynamique, blanche, blonde ou brune selon ses allers-retours chez le coiffeur, française, hétérosexuelle. Alors bon, je partage toutes ces caractéristiques sans aucune hiérarchie d'importance, c'est juste pour préciser dans vos esprits le portrait que vous faites de cette femme. Cette femme, après quelques relations amoureuses malheureuses, elle se retrouve célibataire. Elle décide de chercher l'amour. Enfin, en tout cas, une personne avec qui vivre une histoire d'amour. Une personne avec qui construire quelque chose. Enfin, c'est-à-dire avec qui construire un couple. C'est bon, vous êtes toujours avec moi là ? Oui, toujours. JC, Christelle, Ça vous va. là, l'auditeur au bout de l'antenne ? Ok. Donc cette femme, c'est une jeune Française, trentenaire, dynamique, elle désire être en couple. Et pour ce faire, elle décide de se rendre sur l'application Tinder. Alors je pense, moi, c'est peut-être la plus célèbre application de rencontre aujourd'hui. Alors vous le savez, sûrement, hein, sur Tinder, on crée son profil pour se présenter en quelques lignes, une ou deux photos, on raconte un peu nos hobbies, etc. Puis on va faire défiler les profils en décidant d'un swipe vers la droite ou vers la gauche, si les profils nous intéressent ou pas. Fait que c'est pas un choix politique. Hein. Droite, gauche. Certains argumenteraient, mais bon, en tout cas. À ce moment de l'histoire, notre fille, elle se dit pas que c'est un choix politique, c'est juste un choix pour sa vie amoureuse. Et au bout de plusieurs swipes, dans la vie de cette fille comme dans tous les autres utilisateurs et utilisatrices de Tinder, si deux personnes ont matché, elles peuvent commencer à se parler, puis elles décident par la suite si elles décident de se voir ou pas, pour peut-être à partir de là aller plus loin ou pas. Hein, jusque-là, c'est pas une histoire radicalement révolutionnaire. Je pense pas, non. Ça pourrait être, voilà, nous, vous, quelqu'un dans la rue. Et donc notre Française trentenaire et dynamique, elle a ainsi swipé et matché et parlé avec plusieurs dizaines de profils pour essayer de trouver la bonne personne, en l'occurrence un homme, avec qui elle aurait suffisamment d'atomes crochus et l'envie de le revoir. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors peut-être Christelle pour jeune trentenaire dynamique blanche sur Tinder, peut-être pas. Il va falloir faire un petit effort d'imagination pour moi, mais je peux imaginer quelqu'un d'autre, oui. Sauf que là où cette histoire, elle devient vraiment unique, c'est qu'au bout de plusieurs conversations digitales sur les chats de Tinder, cette personne, elle s'est rendue compte qu'il y avait pas mal de trucs qui clochaient. En fait, loin d'arriver vers la situation idéale de l'histoire d'amour et du couple qui se construit, elle s'est rendue compte que la réalité de Tinder est beaucoup moins rose. Donc, c'est l'histoire d'une Française qui trouve personne puis qui décide de blâmer l'univers plutôt qu'elle pour... Chers auditeurs et chères auditrices, au cas où vous aurez oublié, JC, il aime dès qu'on commence à parler de féminisme. Ouais, c'est ça, il aime pas trop. C'est la faute de l'univers, je trouve personne! Ça, c'est mon imitation d'une jeune Française trentenaire, jeune et dynamique. Et toutes les féministes qui se rallient contre JC et elles ont raison. Non, ce qui est intéressant dans cette histoire, qui est une histoire vraie, c'est que effectivement, elle s'est rendue compte alors que non pas l'univers nécessairement, mais Tinder était un petit peu la cause de bon nombre de relations qui ne fonctionnent pas. Cette personne, elle s'appelle Judith Duportail et c'est une journaliste qui a écrit en fait plusieurs livres, notamment un qui décrit comment fonctionne Tinder et ça s'appelle L'amour sous algorithme. Et elle nous raconte son histoire et je trouve que cette histoire, elle est vraiment passionnante pour chercher un peu à comprendre, comme le dit le titre de cet épisode, pourquoi
est-ce qu'on est encore célibataire aujourd'hui, si c'est notre cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle s'est rendue compte que son profil y plaisait, et donc ça lui faisait plaisir de voir que son plaisir plaisait. Attends, son profil lui plaisait à elle-même? Ok, je me suis embrouillée dans les pronoms, ça m'arrive souvent. Son profil plaisait. Ok. Et ça lui a fait plaisir de voir que son profil plaisait à plusieurs personnes. En gros, elle avait eu plein de matchs, plein de swipes, bref, dans le sens où on match. Et donc, ce Tu qu'elle disait... sais-tu ou tu sais pas, Léa, de quel bord on match? Je laisserai planer le mystère. et donc, ce qu'elle dit, c'est que chaque match vient comme un micro-pansement combler les failles de son ego. Jusque-là, c'est pas encore hyper révolutionnaire. On pourrait se dire qu'effectivement, ça nous fait plaisir de voir qu'on plaît, mais on n'a pas besoin de Tinder pour ça. Non. Ce qui s'est passé, c'est que alors qu'elle devenait de plus en plus addicte à l'appli, parce que je pense que c'est un truc assez humain en fait, de devenir addict à ce qui nous fait nous procurer du plaisir, de dire je plais. Enfin bref. Tu dois avoir C'est la une base méchant rush d'adrénaline quand t'es Ouais. comme je plais à du monde que je connais c'est pas. Puis, ouais. C'est ça. C'est la base de fonctionnement de beaucoup d'applis en fait. Exact. Oui, d'ailleurs, pas que les trucs de rencontre. Mais pour les trucs de rencontre qui un petit peu gèrent la manière dont on va être en couple et on va penser le couple aujourd'hui, voilà qu'un jour elle découvre le poteau rose. Alors qu'elle est au travail, elle tombe sur un article et l'auteur de cet article explique comment les utilisateurs et utilisatrices de Tinder ont en fait tous un score de désirabilité qui s'appelle le Hello Score. Et ce score, il est censé un petit peu te dire si ton profil il est suffisamment désirable pour être mis en tête de liste et pour que tu aies la plupart des autres utilisateurs qui vont te voir en haut. Donc Et- en gros, Tinder fait un tri en fonction de ton profil. Il te met en avant si tu as un bon score, et puis il te promeut pas si tu n'as pas un bon score. Voilà, Mais ça, c'est de l'arrière-boutique, donc les utilisateurs ne le savent pas vraiment. exactement. Ok, fait que c'est comme aux jeux vidéo, sauf que tu sais pas où c'est quoi ton ranking. Donc. Ouais. Évidemment, parce que le Ça score... enlève de- toute la compétition du jeu quand même. Il me semble de rendre ça public, ça serait quand même intéressant. Et ben justement, c'est ce qu'elle a cherché à faire. Donc, elle a écrit au créateur de l'application, Sean Rad. Elle a écrit à différentes personnes qui pouvaient comme ça lui donner accès à toutes les données de l'application. Elle a cherché à comprendre comment fonctionne ce score de désirabilité. Elle s'est rendue compte que c'était assez obscur, mais que globalement, toutes les données personnelles qui sont collectées quand tu t'inscris sur Tinder et que tu crées ton profil, donc forcément, il y a la photo, il y a les hobbies, mais vu que toutes les applications marchent un petit peu ensemble, il y a aussi les pages Facebook que tu as likées, Ah ouais. il y a différentes choses juste sur ton profil. Est-ce que tu es blanc? Est-ce que tu es noir? Est-ce que tu es n'importe quoi d'autre? Est-ce que tu as tel âge et puis tel métier? Est-ce que tu as tel métier? Et bah, si tu es une femme, c'est peut-être moins bien vu d'avoir tel métier que si tu es un homme que tu as tel métier. Combien tu gagnes d'argent? Si tu es une femme et que tu gagnes plus d'argent, ton score de désirabilité va baisser par rapport à un homme qui aurait du coup Attends, le les hommes même profil. viennent quand leurs femmes gagnent moins d'argent. Écoute, en tout cas, En tout cas, le Tinder est patriarcat basé là-dessus. a pu à force qu'il avait. Je me demandais où t'en venais avec le patriarcat. Non, Généralement, c'est pas pour le critiquer quand on parle. Moi, je suis pro-patriarcat. On s'aime beaucoup quand même avec JC. Mais en France, vous avez quand même des lois qui permettent ça. Je pense que c'est assez De récolter sévère les données, tu veux par dire? rapport dans le sens par rapport à l'accès aux renseignements qui sont collectés sur nous. Je pense que les lois européennes sont très sévères. Là. Donc, Ouais. Tinder ne devait pas avoir le choix d'être transparent par rapport à ça. La difficulté, c'est que, oui, les lois européennes font que tu dois avoir accès à tes données, mais en même temps, quand tu signes le contrat, tu sais, les 25 pages que personne ne lit avant de cliquer « j'accepte », tu acceptes en fait que tes données soient traitées selon le droit américain, en fait, et le droit américain est différent. Et donc l'accès aux données, il y a un certain accès aux données dans le droit américain, mais et pas autant que en Europe. Et j'imagine que pour elle, ça a dû être assez compliqué de récupérer toutes ces données, non? Sauf qu'un jour, elle a quand même, après des essais envers et contre tout et des batailles d'emails et de coups de fil, elle a réussi à récolter toutes les données personnelles que Tinder avait sur elle. Elle avait un truc comme ça de page digitale assez énorme et elle avait 4 ans d'utilisation de Tinder et ça représentait 860 dialogues de Judith Duportail avec des hommes sur le chat Tinder. Et elle a donné, puisque le score de désirabilité et puis la manière dont sont traitées nos informations reste secrète, elle a donné ça à des spécialistes pour qu'ils les analysent et pour qu'ils cherchent à décrypter le fonctionnement des algorithmes, mais surtout l'impact que ça a sur nos vies amoureuses et sociales. Parce que le fait qu'on vit dans un monde où il y a plein d'applications qui récupèrent nos données, ça, c'est pas breaking news. Mais c'est de savoir, en fait, l'impact que ça va avoir sur
la manière dont on est en relation. Puis, si c'est ça, justement, la base de Tinder, d'être en relation. Et ce qu'elle en a conclu, je vous épargne tout le détail de comment est-ce que les algorithmes analysent la longueur des mots, la longueur des phrases. Selon si tu es un homme, une femme, tel ou tel vocabulaire, ça va te faire baisser ou monter dans le score de désirabilité. C'est un truc de fou. Je vous épargne ça, mais ce que conclut l'autrice, c'est que Tinder est, je cite, un business model construit sur notre désarroi, notre solitude. Ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, on se fait berner parce que cette application, elle va nous faire croire qu'elle est là pour notre service, pour nous permettre de rencontrer des gens et de trouver l'âme sœur et d'avoir un couple, etc. Mais tout est fait dans le fonctionnement même des algorithmes pour que la rencontre ne se fasse pas. C'est assez pervers si on suit ce raisonnement, parce que ça voudrait dire qu'une application qui, en tout cas, vend l'image selon laquelle elle est construite pour que tu trouves un gars, une fille, quelqu'un pour toi, pour que tu te mettes en couple, elle est bâtie sur l'idée de, en fait, promouvoir la solitude, c'est-à-dire de te piéger dans une situation où tu trouves jamais l'âme sœur. C'est un petit peu ce qu'elle dit. En gros, elle dit si Harry a un bon poste et gagne beaucoup d'argent, il obtient un bonus sur sa note de désirabilité. Alors que Sally, personnage fictif, dans la même situation, elle obtient un malus. Parce qu'elle a un bon salaire ou un bon job, c'est ça? C'est ça. Ah. C'est là où... Pourquoi elle ne fait pas juste dire qu'elle n'a pas d'emploi ou gamer? Pourquoi elle mentirait sur qui elle est? Ça compliquerait peut-être encore plus le fait de rencontrer vraiment quelqu'un. Mais là, l'idée, c'est justement... Mais Tinder, c'est vraiment une place... Moi, j'avais l'impression que c'était comme une place pour ceux qui, justement, voulaient pas de relation à long terme. Ou est-ce que c'est comme... Des gens qui voudraient un coup d'un soir, du coup, c'est ça. Ou plus à court terme. Je sais pas. Ou est-ce que c'est comme une tension entre... qu'est-ce qu'on prétend vouloir, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment ou j'ai l'impression, si je suis l'histoire que tu racontes, Léa, que au départ, ce qui a poussé cette jeune trentenaire française à se tourner vers Tinder, c'était le désir de trouver quelqu'un, le fait qu'elle se sentait seule. Alors bien sûr, il y a des gens qui peuvent l'utiliser pour avoir un coup d'un soir, ou alors une relation qui est incertaine, mais on peut croire quand même qu'il y a pas mal de gens qui, même s'ils se tournent vers Tinder, il y a cette forme de tension, c'est-à-dire que, ok, c'est pas grave si ça réussit pas, mais quand même, j'aimerais bien à un moment trouver quelqu'un, et j'espère que cette appli va m'aider à le faire. Et puis c'est cette idée de, tu peux rencontrer tous les gens que tu veux. En fait, c'est-à-dire que dans la logique, puisqu'il y a une infinité de profils, je sais plus, il y a genre 13 millions d'utilisateurs de Tinder, et c'était même pas en 2022, c'était même il y a quelques années, 2013, je crois, le début de l'application. Je savais pas ça. Et donc, ça nous met dans l'illusion qu'on peut rencontrer n'importe qui, que toutes les offres sont devant nous, qu'on a le choix. Et en fait, puisque les algorithmes sont juste mis ensemble pour nous trier et trier en fait les gens sur le volet et décider qui peut rencontrer telle ou telle personne ou pas, selon justement ses hobbies, combien il ou elle gagne, etc. Tout est fait pour entretenir l'addiction justement à la machine, mais la solitude à la fin. Et la première personne qui a découvert le brevet de Tinder, ce truc un petit peu secret, mystérieux, qui justement dirige comment fonctionnent les algorithmes, c'est la Suissesse Jessica Pidou, et elle affirme, par rapport à ce que je venais de dire avant, qu'en fait, il est tout simplement le résultat d'une logique patriarcale. Donc là où les femmes... Ça fait rire JC, forcément. Mais justement, c'est cette idée que là où les femmes se diraient « Ok, aujourd'hui, c'est bon. Si je veux rencontrer quelqu'un, je peux. » Notamment grâce aux applications, pas que ça, mais quand même, la logique qui fait que si t'es une femme et que tu gagnes trop, finalement, tu pourras pas rencontrer quelqu'un parce que juste... C'est construit comme ça. Et c'est un petit peu... l'inverse de bénéfice, ça dessert les femmes. Abonnez-vous! Alors, pour la logique patriarcale, ça demande un petit peu à regarder, parce que parfois j'ai l'impression qu'on met tout et rien derrière ce mot, même si, c'est sans doute pertinent. Hein. Mais quand tu racontais cette histoire, je me demandais, c'est parce que tu as utilisé les mots « choix ». Il y a, je sais pas combien de millions, 17 millions d'utilisateurs. On a l'impression qu'on peut avoir tout un tas, les relations qu'on veut. On peut toujours, il y a 17 millions de personnes, même 5 000, il y aura forcément une qui va me convenir. Je me demande, bien sûr, on parle de Tinder, et c'est une application, et c'est des ingénieurs qui l'ont mise en place, et il y a un modèle économique derrière. Mais est-ce que derrière cette application, il n'y a pas la traduction d'un modèle, j'irais presque un modèle de société, c'est-à-dire que il y a cette logique selon laquelle
pardonnez-moi la généralisation peut-être un peu outrancière, mais tu cherches quelqu'un dans ta vie comme si tu allais au marché, en fait. Parce que c'est ça la logique derrière Tinder, c'est que c'est juste faciliter le fait de trouver quelqu'un qui a ton goût. Sauf que tu diras, comme d'ailleurs pour beaucoup d'applis sur Internet, on est aussi soi-même un peu le produit. C'est-à-dire qu'on se met soi-même sur le marché. Et donc, c'est un peu comme si c'était Tinder est un peu l'émanation d'un modèle de société, d'une façon dont on conçoit le fait de se mettre en couple. En fait, on va faire ses courses. En fait, on va juste chercher quelqu'un qui est bien, à qui on présente bien et qui va me donner ce que j'attends et je vais lui donner ce qu'elle attend et hop, on construit notre vie. Donc sur base de ça, les gens pourraient dire bon, c'est dommage, il y a du patriarcat, mais la société est patriarcale et c'est juste un reflet de la société. Je vois pas le rapport avec le patriarcat là-dedans quand même, là, dans le sens... En tout cas, on va pas rentrer dans une conversation sur le patriarcat nécessairement, mais je veux dire... T'as envie, JC, vas-y. Non, oui, non, tu sais, c'est comme si tu veux gagner plus que ton épouse, ben là, c'est du patriarcat parce que, je sais pas, il faut que l'homme soit plus puissant ou quoi que ce soit. Si tu veux que ton épouse aille travailler puis elle gagne plus que toi, ben là, tu te fais vivre par ton épouse, donc c'est du patriarcat. Donc, tu sais, c'est comme, il y a du patriarcat partout, c'est tout le temps du patriarcat, une catégorie comme ça sert pas à grand-chose, à mon avis, mais bon. Mais c'était intéressant quand même, cette idée-là de dire que l'application a pour intérêt le business model, quand elle dit que le business model est construit sur notre désarroi, notre solitude. C'est cute comment on est nous-mêmes souvent naïfs par rapport à qu'est-ce qui est présenté, qu'est-ce qu'on nous présente comme un service gratuit. Puis on pense que tout le monde veut, par générosité et altruisme, nous servir. C'est-à-dire que par défaut, on se dit que l'application, elle est là pour nous, pour notre bien. Pour nous faire du bien. Exactement. Ouais. Comme tu lis un article gratuit sur Internet, tu penses que le but premier de l'article gratuit, c'est de t'informer. Quand tu dis non, le but de l'article, c'est de te faire cliquer sur l'article, puis de te faire voir les publicités. Puis, si c'est en t'informant, ben, c'est comme l'information devient comme une excuse. T'sais. Puis, pour Tinder, ben, à quelque part, si l'application matchait super efficacement ses utilisateurs rapidement, comme 13 millions d'utilisateurs, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça non plus. Ouais. Là, c'est comme tu peux venir à bout assez vite de ta base d'usagers. Fait qu'à quelque part, je trouve souvent, il y a cette image-là là, dans Les Simpsons là, où Homer donne son âme au diable pour un bang. Là, oui, pour un donut. Pour un donut. Ouais. Ouh, je vendrais mon âme pour un donut. Ma foi, ça peut s'arranger. Oh, Flanders, c'est toi le diable. C'est toujours celui qu'on soupçonne le moins. C'est un peu ridicule comme ça. Mais à quelque part, on donne tout le temps notre âme à quelque chose. Il y a comme un genre de... C'est comme dans la légende québécoise, il y a tout le temps ça. Là. Quand il y a un deal qui est trop beau pour être vrai, c'est là que tu dois te poser des questions. Ouais. Et surtout quand c'est une offre qui vient titiller un désir comme profond puis fondamental en toi. Puis... Dans le sens, tu essayes de dire que si des applications de rencontres existent et que en face, il y a des utilisateurs qui ont tellement envie d'être en relation, d'être en couple, de construire des familles, des communautés, l'application, elle vient justement jouer sur ce bon besoin fondamental de communauté, de relations durables, et elle exploite un petit peu ça. Mais ce que dit Judith Duportail, c'est qu'encore plus, elle exploite les femmes. C'est-à-dire que dans tous les cas, elle est faite, les algorithmes sont faits pour desservir encore plus les femmes que les hommes. Là, tu vas pas être d'accord. Pour ce que j'ai lu par rapport à ça, par exemple, écoute, je sors les chiffres là, de mémoire, mais... T'as une bonne mémoire, je sais. Non, mais il y a vraiment cette idée-là de dire, tu sais, comme tu as un peu le principe de Pareto sur des applications sur Tinder, là, où il y a des relations court terme. Tu peux expliquer le principe de Pareto? Le principe de 80-20, là, tu sais, c'est comme pour les étoiles, mettons 20% des étoiles ont 80% de la masse des étoiles, tu sais. Et donc... c'est un principe qu'on retrouve un peu partout dans la nature. domaines, on le retrouve un peu partout, tu sais, même si c'est pas exactement 80-20, ben, pour les utilisateurs hommes, apparemment... c'est comme tu as un 20% d'hommes qui sont vus comme extrêmement désirables, qui vont être likés ou swipés ou je sais pas, par 80% des femmes. Puis, il y a un autre 80% d'hommes qui a rien. Soit qui se partagent le 20% qui reste, ou peut-être là-dedans, il y a peut-être un 20% qui se partage le 20% qui reste, puis un 60% qui a aucune activité. Je sais qu'il y avait des applications, je pense un site canadien, là, mais qu'il y avait eu un genre de semi-scandale où finalement ils se rendaient compte que comme la compagnie employait des faux utilisateurs femmes juste pour
Tu sais, créer du trafic, Alimenter la machine. alimenter la machine d'hommes qui sont seuls. Puis là, fait que c'est pour ça que je dis, bon, de la perspective de la femme, c'est certain qu'il y a comme tu sens qu'il y a une exploitation de la femme. Je pense que tout le monde est exploité là-dedans de manière différente selon les intérêts qui sont différents. Oui, c'est ça l'impression que ça donne. C'est-à-dire que il y a un service qui est vendu et qui est prétendument pour notre bien, c'est-à-dire Tinder va vous aider à trouver l'âme sœur, mais le résultat, c'est que les gens sont plus seuls. Alors, je pense qu'en fonction du sexe, ça se traduit différemment. Et peut-être qu'il y a une forme de désavantage par rapport aux femmes. Mais l'impression générale que ça dégage, c'est que le modèle qui est mis en place va desservir tout le monde, ou en tout cas la plupart des gens. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est bon dans notre société que une minorité de gars ait un score super élevé en termes de désirabilité. Parce que franchement, l'effet que ça a, en fait, c'est que ça va récompenser des hommes qui sont en fait prédateurs. Tu vois, des hommes qui... En fait, ils vont gamer l'algorithme. Ouais, exactement. J'ai un gros salaire, une grosse Rolex, puis un gros char, puis finalement, il n'y a rien de tout ça. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est justement ce que défend Judith Deportail en disant que, et d'autres, que cette application, elle est fondamentalement patriarcale. Et du coup, le patriarcat dessert aussi les hommes, de fait. C'est plutôt des inégalités de rapports sociaux, mais qui, là, dans ce cas-là, nous donne l'illusion qu'on peut facilement être en couple, facilement rencontrer des gens pour peut-être avec eux être en couple, alors qu'en fait c'est même pas fait pour ça, et du coup ça dessert et les femmes et les hommes dans une logique, peut-être c'est un gros mot patriarcal, mais en tout cas dans une logique qui met en haut des gens très bien et en bas des gens pas bien. C'est une logique de marché. Pas vraiment. C'est une logique de marché, puis le marché est juste cruel. Le marché te considère pas comme un être humain qui mérite d'être aimé puis qui est relationnel, qui est relationnel, mais je veux dire, le marché fait juste faire marcher l'application, tu sais, de maintenir les clics, de maintenir l'utilisateur sur place, puis à quelque part, une logique de marché, si tu as de la valeur, si ton score est haut, là, il y a beaucoup de demandes, puis l'offre est quand même inélastique quand tu es un être humain. Là. Mais... Ouais, c'est ça. C'est une logique de marché. À l'opposé de ça, il y a d'autres logiques de ça. Pour moi, c'est comme un retour en arrière. Là. On a l'image de la tribu avant, ou quand il y avait la polygamie. Puis là, c'était, effectivement, c'était le roi puissant qui pouvait avoir 1000 épouses, puis 2000 concubines, puis, tu sais, le chef de village ou quoi que ce soit. Un minimum de gars qui peut avoir un maximum de femmes. Ouais, puis ce que ça implique de l'autre côté, c'est plusieurs gars qui ont 0 femme. Ouais. Oui, en fait, je pense que ce serait mieux analysé si on se disait c'est l'application des règles du marché, l'application des principes capitalistes même, aux relations amoureuses. Dans le sens où, si tu vois la séduction comme un capital, effectivement, tout le monde a un capital de séduction, voilà, on a une appli qui mesure le capital et qui récompense les gens qui peuvent valoriser ce capital et qui accumulent un capital de séduction. Et qu'est-ce qui se passe? La même chose qui se passe dans le marché en général, donc dans l'économie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables d'accumuler leur capital et ça engendre certains déséquilibres, voire certaines injustices. Et parce que au fond, le désir d'être en relation avec quelqu'un, d'avoir une relation avec quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui on a envie de construire des choses, avec qui on a envie de se confier, c'est une bonne chose. Et je dirais même, tout le monde a le droit d'avoir ça. Et il y a des gens, ce désir, il est satisfait au sein de la famille. C'est-à-dire que tu as des parents qui t'aiment, des frères et sœurs qui t'aiment, des amis. Il n'y a pas que le couple qui fait ça. Exactement, il n'y a pas que le couple qui fait ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme... C'est pour ça que j'ai dit un peu, c'est un reflet... Cette appli, c'est un peu un reflet de notre modèle de société. J'ai l'impression qu'on vend le principe selon lequel c'est un peu en réalisant ce désir-là que tu peux te réaliser toi-même, tu vois. On en avait déjà parlé, ça, dans un autre épisode de Sagesse Morito. Mais... Oui, je pense bien. Mais le pire, c'est que si tu appliques des règles d'une sorte de capitalisme tordu qui engendre des injustices, c'est pas juste qu'il y a des gens qui sont tristes de pas trouver l'âme sœur, c'est des gens qui ont l'impression, j'arrive pas à me réaliser moi-même, j'ai pas de sens dans ma vie. Et là, ça mérite de poser la question plus profondément, est-ce que c'est correct en fait de voir les choses comme ça? Donc, ce que vous êtes en train de dire, en gros, c'est que le problème, c'est pas les algorithmes de Tinder, c'est pas le brevet qui a été déposé, c'est même pas toutes les autres applications de rencontres, c'est juste la manière dont on a
dont on finit Ouais. par percevoir les relations principalement amoureuses et de les faire répondre aux lois d'un marché capitaliste qu'on cherche aussi à décrier par ailleurs. Ouais, je dirais pas exactement que c'est pas un problème ces algorithmes, parce que quand même ça a été décrit, il y a quelque chose de problématique, mais quelque part si on devait, si un juge décidait que Tinder devait et toutes les applis de rencontre devaient mettre la clé sous la porte, quelque chose d'autre de très similaire réémergerait parce qu'il y a quelque chose dans la société qui crée ça. C'est une fois que tu as passé à considérer le couple ou la mise en couple, là, le dating, je ne sais pas comment on pourrait le dire en Les français, relations amoureuses. les relations amoureuses sous une logique de marché, tu vas avoir des comportements de marché. Puis juste dans ce qui est décrit ici, moi je vois deux principes, deux problèmes en économie behaviorale ou économie comportementale. T'as le problème du surchoix. Qui dit justement qu'il y a un nombre optimal de choix pour le consommateur. Pas assez de choix, le consommateur est frustré, mais trop de choix, le consommateur finalement devient anxieux, devient insatisfait, puis souvent décide de ne pas choisir. Par exemple, il avait fait un test, là, je pense que c'est comme le nombre de stylos, la gamme de stylos différents que tu pouvais acheter. Okay. À 2 ou à 3, les gens achetaient moins de stylos. À 10, 12, 10-12 options, c'était l'optimal. Mais si tu avais 100 sortes de stylos, il y en a plusieurs, tu écoute, je vais pas du tout acheter de stylo. Je peux donner une illustration très présente parce qu'on est en train d'enregistrer, là on est au Québec. Et les fois dernières où je suis venu aux États-Unis, j'avais jamais été au Canada. Quand j'avais été aux États-Unis, c'est connu, hein, les rayons des supermarchés, les rayons céréales, il y en a genre 5-6 fois plus qu'en et les boîtes Europe. sont beaucoup plus grosses. Et ça a complètement perturbé. Donc avant de venir, j'ai acheté des céréales en Europe que j'ai ramenées parce que là au moins j'avais pas de choix à faire. Tu vois, moi j'ai choisi, je sais quoi prendre. Il y a tout le temps 2-3 Européens perdus dans la section des céréales ici. Puis l'autre problème mathématique, c'est le stoppage point. Là, c'est comme un problème mathématique qu'on appelle le problème de la secrétaire. Puis c'est comme l'idée de dire, quelqu'un veut embaucher une nouvelle secrétaire, puis il va scorer la première, il va lui donner, mettons, un score de 50, t'sais. Puis là, il y en a une deuxième, il va lui donner un autre score, puis une troisième, il va lui donner un autre score. Puis là, à un moment donné, il y a comme cette idée-là de dire, mais quand est-ce que c'est le point optimal pour décider? Ou ce que tu dis, avec l'information que j'ai, je vais prendre celle-là plutôt qu'une autre. Puis aujourd'hui, je pense que dans un monde d'hyper-choix, dans une logique de marché comme ça, mais comme tu disais, si tu as 6 millions de femmes de l'autre côté de Tinder, mettons que tu ne fais pas partie du 80% qui n'a aucun score, je pense pour beaucoup de gens, ils se disent, je peux trouver quelqu'un de mieux. Puis tu sais quoi, quand tu te maries, c'est vrai, tu peux trouver quelqu'un de mieux, puis ton partenaire peut trouver quelqu'un de mieux. C'est parce que tu peux pas te marier. Pour moi, je vois pas comment tu peux te marier puis être en couple de manière permanente ou à long terme avec une logique de marché. Parce que c'est pas ça le couple. C'est pas ça le couple. C'est pas une logique de marché, le couple. On n'est pas fait pour être... De la même manière qu'on a déjà parlé, là, un enfant peut pas... Il y a plusieurs relations qui ne devraient pas être une logique de marché. Tes amis ne devraient pas fonctionner à l'intérieur d'une logique de marché. Tu devrais être fidèle à ton ami parce que c'est ton ami, pas parce que ton ami gagne plus que toi, mais là, quand il gagne moins de toi ou t'empruntes un peu d'argent, mais là, c'est plus ton ami. Ouais. Mais du coup, ce que j'ai l'impression, c'est que à la base, son histoire, elle est fascinante. Puis en plus, elle la documente très, très bien. Et elle porte vraiment la voix de femmes qui se révoltent contre la manière dont notre société, elle cherche à produire des rapports sociaux. Mais déjà de se dire, en fait, que des applications veulent produire du rapport social, déjà là, on marche sur la tête, en fait. Il y a forcément un petit problème. Mais vous avez parlé plusieurs fois de loi du marché. Et forcément, vous êtes politologue, donc vous avez toujours le bon lexique, là. Mais je sais qu'on en reparlera dans un épisode suivant de cette idée des lois du marché, notamment dans les relations. Mais en fait, là, c'est la conclusion, c'est que c'est pas anti-féministe, les applications de rencontres, c'est juste anti-relation tout court et anti-personne. Mais peut-être parce que justement, un des combats du féminisme, et on en reparlera aussi plus tard, mais un des combats du féminisme, on va dire mainstream, la manière dont il est le plus entendu dans les médias, c'est de chercher à avoir une égalité entre les hommes et les femmes et de chercher notamment à ce que cette égalité soit sur le plan relationnel. On a grandi avec ces images de Don Juan, le mec qui peut avoir toutes les filles. Par contre, la fille, elle, il faut qu'elle soit sage ou alors c'est une bip. Elle doit trouver son prince charmant, elle. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour chercher à réduire cette
inégalité-là, ou en tout cas ce qui est perçu comme une égalité, on cherche à créer des applications de rencontres, mais même ça perpétue les inégalités. Ouais, c'est ça. Je pense pas que l'application de rencontre cherche à réduire les inégalités. Là. Je pense que c'est peut-être l'autrice qui projette ses idéaux à l'intérieur de compagnie californienne qui n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, on avait déjà une technologie qui protège l'égalité homme-femme, puis c'est le mariage. C'est le mariage chrétien, le mariage, en fait, qui n'est pas juste chrétien, c'est une institution qui est universelle. Mais je veux dire, il y avait cette idée-là dans le passé, où ce que même, en tout cas, on a fait un peu de révisionnisme par rapport au mariage, mais où ce que le couple était une seule personne. Le couple, tu veux dire considéré comme faisant comme une seule entité, chair. ouais, comme une seule chair, mais aussi une entité légale. Fait que dans ce cas-là, c'est comme que l'homme soit riche puis que la femme soit pauvre, ou que la femme soit riche puis que l'homme soit pauvre. Bon, au final, une fois que tu es en couple, c'est comme ça change rien, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. C'est comme c'est une forme d'égalité radicale. Mais ça, c'est facile à dire pour quelqu'un qui est marié. Et là, on est tous autour de la table. Mais justement, si Tinder, il est là pour permettre de faire des rencontres dans une société peut-être où c'est plus difficile les rencontres parce qu'on est plus dans des jobs de bureau derrière ton ordi et puis on est plus individualiste en tant que société. On a peut-être moins de rapports sociaux de fait que dans l'ancien temps. Mais je ne crois pas que ce soit nécessairement plus facile pour quelqu'un qui est marié. Il y a des tas de gens qui ont des difficultés dans leur mariage, le divorce il existe, etc. Je pense que c'est vraiment une question de avec quelle conception, avec quelle vision des choses tu considères les relations amoureuses. Oui. Et là, on a décrit avec Tinder, un petit peu, c'est la manifestation d'une certaine vision des choses que voilà, on peut assimiler à un marché. La vision, j'irais, de principe même traditionnel du mariage, c'est vraiment une autre vision des choses. On parle plutôt d'alliance. Et la logique d'alliance, et je ne parle pas des bagues, je parle de faire un pacte entre deux personnes, c'est ça, alliance. Et c'est pour ça que des bagues s'appellent alliance d'ailleurs, parce qu'elles représentent cette alliance, un pacte qui est fait entre deux personnes. C'est vraiment toute une autre logique en fait. C'est pas je cherche parce que je consomme, c'est je m'allie à toi. C'est je vais marcher dans la vie avec toi. Et je mets mes intérêts de côté pour considérer tes intérêts d'abord. C'est vraiment toute une autre logique. Bon, on va pas exposer ça maintenant ici, mais ce que je veux dire, c'est simplement que ces problèmes qu'on voit par rapport au couple, ils sont aussi liés à une certaine vision des choses, à une certaine vision philosophique, symbolique, existentielle de ce que c'est la relation de couple et qui, quelque part, a été, je vais oser le mot, contaminée par le principe du marché. Oui, puis on peut pas juger... moi, je peux sonner super réactionnaire, là, mais je veux dire, je juge pas les gens qui sont sur des applications de rencontres ou quoi que ce soit, parce que c'est un peu comme en Amérique, on a tous une voiture parce que, finalement, c'est presque plus possible pour la majorité des gens de se rendre d'un endroit à l'autre sans prendre la voiture. Fait aujourd'hui, on est dans une société où il y a de plus en plus de solitude. Tu veux rencontrer quelqu'un, Internet, est-ce que Tinder, est-ce qu'il y a d'autres applications qui sont meilleures pour ceux qui veulent des relations à long terme? Fort probablement, mais le problème, c'est pas tant l'application. Le problème, c'est de rentrer déjà dans une logique de marché quand on cherche quelqu'un. Puis je pense à l'intérieur d'un concept d'alliance. Pour reprendre le titre ou le thème de l'épisode, pourquoi est-ce que tu es célibataire? Moi, j'inviterais les gens qui sont célibataires à regarder vraiment autour d'eux dans leur cercle immédiat qui est intéressant, pas qu'est-ce qui est parfait. Attention, nous avons un cours sur les relations amoureuses. Non, mais pour vrai, conseil de mon oncle JC, là, qui est quasiment marié depuis 20 ans, mais vraiment, c'est comme, tu trouveras pas quelqu'un de parfait pour toi. Puis tu sais, t'es un pêcheur qui va être en couple avec un autre pêcheur, puis c'est comme, il te plaira pas physiquement, parfaitement, ou au niveau de la personnalité, ou peut-être que, tu sais, il y a quelqu'un qui t'intéresse bien, mais qui fait des bruits bizarres, puis, mais... Non, c'est vrai, Entre autres problèmes relationnels, les bruits bizarres. Mais tu sais, l'idée, c'est de trouver quelqu'un avec qui faire alliance, puis de dire comme... Bon, est-ce qu'on peut travailler ensemble autour de ça, autour de nos défauts, tu sais? Ouais. C'est comme dans Seinfeld, t'as vu, en tout cas, peut-être pour nos auditeurs un peu plus vieux, mais t'as comme George qui est comme un des personnages, il
il est tout petit, il est pas beau, il est vraiment... mais il sort tout le temps avec une nouvelle fille, puis il est tout le temps hyper difficile. Là. Il rompt tout le temps pour les choses les plus... Trivial. Triviales, tu sais. Puis il donne cet exemple-là du couple postmoderne un petit peu, tu sais, de dire, ben, je peux trouver mieux, je peux trouver mieux. Puis à un moment donné, c'est comme... Ben, tu saisis aucun des possibles, aucun des fruits, puis tu finis sans avoir choisi, tu sais. Ouais. Dans le fond... Ça me rappelle une autre féministe qui s'appelle Louise Perry, on en reparlera aussi, qui elle, dirait un petit peu la même chose en des termes différents et pas nécessairement religieux, mais que seul le couple monogame est assez sécurisé, notamment avec le mariage, est la solution la plus parfaite pour garantir une égalité réciproque dans le couple et pour protéger à la fois les hommes et à la fois les femmes, mais notamment protéger les femmes. Comme si, parce qu'on avait tellement érigé cette notion de liberté, et au nom de la liberté, on fait un petit peu tout et n'importe quoi, et la liberté de pouvoir trouver tout le monde, d'être en couple avec qui on veut, de rechercher la personne parfaite, et du coup de se donner le temps de trouver cette personne-là, bah, que dans le principe de la liberté, finalement, on s'est réduit en esclavage, on s'est réduit enfermé dans les lois du marché, dans les algorithmes, et que c'est un petit peu la mort du couple, mais c'est un petit peu dramatique de dire ça, mais et c'est probablement assez réactionnaire entre guillemets pour une féministe de dire en fait le mieux c'est le mariage, c'est pas Tinder. Mais il y a cette notion assez spirituelle de si on érige en fait la liberté avec un grand L assez abstrait comme le principe suprême sur lequel on va tout faire, mais c'est pas ça qui va nécessairement nous enlever de l'oppression du patriarcat ou de l'oppression des lois du marché ou de l'oppression de je ne sais pas quoi, parce que finalement on est toujours gouverné par quelque chose et si on cherche à devenir son propre Dieu, ça causera aussi des problèmes. C'est un petit peu la recherche de Sagesse et Morito du sens derrière les apparences, mais surtout de se demander qu'est-ce qu'on a érigé en fait comme principe ultime, notamment dans les relations, et est-ce que ça marche? Oui, et c'est très important de réaliser dans ce cas-là que on a en fait remplacé des lois par des lois en cherchant la liberté. Et ce deuxième régime là, celui du marché, il crée pas forcément plus de liberté. Du coup, la conclusion, si vous êtes célibataire, regardez dans votre cercle d'amis. N'écoutez pas les bruits bizarres que font les gens. C'est peut-être quand même des gens géniaux, malgré tout. Mais surtout, peut-être que c'est ce qu'on cherche à prendre comme piste pratique, même pour chacun de nous, en fait. Peu importe, en couple, pas en couple, féministe, pas particulièrement féministe, bref. C'est comment est-ce qu'on voit les relations humaines et essayons de regarder à quel point la logique de marché nous a en fait contaminés dans nos relations. Peut-être qu'on aura des meilleures relations familiales, amicales et amoureuses une fois qu'on aura vu ça. C'est ça. C'est une réalité qui n'est pas que personnelle, genre démerde-toi, tu vas trouver quelqu'un. Pardon si j'ai choqué quelques personnes, mais c'est aussi un problème qui est collectif en fait. Il faut changer de regard ensemble. On en reparlera, mais cette logique de marché, de libéralisation qu'on dirait s'applique comme c'est l'ère du temps, là. C'est dans nos sociétés, c'est par rapport à notre citoyenneté, c'est par rapport au couple, c'est par rapport à tout. Et c'est derrière aussi certains combats féministes. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.